Salut à tous, alors que vous soyez débutant, amateur averti, passionné ou professionnel, aujourd'hui je vous donne 5 conseils pour faire de meilleures vidéos. C'est parti. Le premier point concerne le tournage. Je vous conseille de prendre un maximum d'images et ça veut dire deux choses. D'une part, quand je me pose quelque part en extérieur pour tourner par exemple une vidéo de tuto de drone, eh bien je commence par poser une GoPro ou une Pocket 2 par terre pour prendre un timelapse pendant tout le temps où je fais le tournage, timelapse du paysage par exemple. Je fais pareil quand je fais une randonnée, que je fais une pause pique-nique, et bien dès que je fais la pause, je mets un petit timelapse en marche pour avoir après non seulement du contenu à poster sur Instagram, c'est aussi comme ça que je trouve mes clients, mais aussi pour enrichir la vidéo finale. Et l'autre chose que ça implique, c'est que quand vous faites par exemple un vol en drone, et tentez de varier au maximum les points de vue, de faire des fois des rotations, des fois des vues vers le bas, top-down, des fois quand on est au sol, de faire des fois des gros plans sur quelqu'un ou sur un objet, puis de faire des plans plus larges. Bref, rentrer à la maison avec un maximum d'images du tournage pour avoir plus de matière pour le montage final. Le second point, c'est l'audio. Quand moi je commence un montage d'une partie de vidéo où je ne parle pas, dans laquelle il y aura de la musique, ou pour ceux d'entre vous qui font des vidéos de drone par exemple, eh bien il me semble vraiment important de commencer par trouver la musique, de commencer par voir les sites gratuits comme Mixkit dont j'ai parlé récemment dans une vidéo dont je mets le lien à l'écran, ou des sites payants comme Artlist que moi j'utilise. Bref, je vais d'abord trouver la musique pour m'en servir après pour le montage. Comme ça je pourrai avoir vraiment un rythme, caler mes transitions et avoir l'intention que j'aurais choisi avec la musique. Ça c'est vraiment un truc qui me semble important, et quand vous avez fini le montage autour de la musique choisie initialement, c'est là que moi je vais rajouter tout ce qui est effet sonore pour donner un peu plus de vie et d'atmosphère à la vidéo. Tout ce qui est audio, j'en ai parlé vraiment en détail dans la vidéo dont j'ai mis le lien à l'écran tout à l'heure, donc allez voir si vous voulez en savoir plus sur ces sites gratuits et payants et sur comment moi je travaille le son dans mes vidéos. Le troisième point, il est hyper important, je trouve, c'est les transitions. Alors, j'ai beaucoup d'entre vous qui m'envoient des liens vers des vidéos qu'ils ont faites, je les regarde toutes, je n'ai pas forcément le temps de répondre, mais bon, je le fais quand même sur Instagram régulièrement. Un truc qui est hyper important, je trouve, c'est les transitions. J'en ai parlé dans différentes vidéos, mais dans des vidéos, des fois sur le drone, des fois sur le montage, et donc beaucoup d'entre vous n'ont pas vu toutes ces vidéos-là. Aujourd'hui, je vous résume ce que je pense des transitions et tous mes conseils. Le principe de base que je vous donne, c'est de maîtriser et d'utiliser les transitions simples. Souvent, on voit des vidéos YouTube où il y a plein de transitions de folie, là, des vidéos à Sam Colder, où les transitions dans tous les sens, des smooth zooms, des transitions avec des masques. Et souvent, les débutants veulent reproduire ça, mais pas à bon escient. Ça fait des vidéos où il n'y a plus que des transitions, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de matière, et c'est un peu, je trouve, mal réussi quoi. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de revenir à la base. Quand vous regardez un film au cinéma, il n'y a pas de transition avec des masques, ou alors c'est vraiment rarissime. Il y a très très rarement des smooth zooms, des machins. Il n'y a que des transitions simples, et je vous montre aujourd'hui celle que moi j'utilise tout le temps. La transition de base la plus simple, c'est le cut. Juste couper, enchaîner les deux plans, les mettre bout à bout. Et c'est ce qu'on voit le plus souvent au cinéma ou comme ça. C'est pas un échec, beaucoup ne veulent pas utiliser le cut parce qu'ils se disent que c'est trop simple. Non, un cut, c'est vraiment la base, mais on peut le faire bien si par exemple il est bien calé sur le rythme de la musique. On peut améliorer le cut, on verra ça après. Mais pensez bien qu'il vaut mieux une bonne transition cut bien calée sur le rythme de la musique qu'un mauvais effet avec un zoom qui n'a pas vraiment de sens dans ce moment-là de la vidéo. Donc la transition cut, c'est qu'on voit le plus souvent sur YouTube dès qu'on change entre deux séquences de plans. Là aujourd'hui j'ai fait déjà plein de cuts dans la vidéo que vous avez vu. Par contre je fais quand même gaffe, je préfère refaire une prise 3, 4, 5 fois pour bien articuler, bien la dire, plutôt que de mettre 10 cuts parce que j'arrive pas à articuler. Je supporte pas les vidéos YouTube où il y a 40 cuts par seconde parce que le mec n'arrive pas à parler le français quoi. Donc pensez bien aussi, pour ceux qui font des vidéos YouTube, que vaut mieux prendre le temps, refaire la prise, arriver à bien parler, plutôt que de mettre 10 cuts qui sont vraiment saoulants à garder. En cette transition cut, comme je vous le disais, on peut l'améliorer, on peut faire un raccord dans l'axe, c'est-à-dire faire un cut, mais dans le plan, dans le deuxième plan, on va zoomer dans l'image, par exemple. Ça permet aussi de masquer qu'il y avait un vrai cut. Ça, c'est un truc qui se fait encore une fois très souvent ou trop souvent sur YouTube, mais bon, c'est un truc qu'on peut utiliser même pour une vidéo de paysage. Ça marche très bien, un cut avec juste un zoom sur le plan suivant. Mais ce qui m'intéresse plus, moi, c'est d'autres styles, d'autres manières d'enrichir les transitions cut. Et oui, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est par exemple les match cuts.
Donc c'est des transitions où on va enchaîner deux plans qui ont des similarités en fait, qui ont soit des couleurs similaires, des cadrages similaires, ou deux plans sur lesquels il y aura de l'eau sur les deux plans. Bref, faire un cut entre deux plans, un cut simple, mais que ces deux plans aient vraiment un lien entre eux au niveau forme, structure, au niveau de ce qui s'y passe. Ça c'est vraiment une sorte de cut qui passe vraiment très très bien, à la fois au cinéma, mais aussi dans les vidéos que je fais sur YouTube. Alors on peut aussi très bien transformer deux plans pas forcément similaires en un match cut, hein. Par exemple, si on va recadrer ces deux plans-là pour que le sujet soit placé au même endroit sur les deux images. Pour ça, sur DaVinci Resolve, on peut utiliser un outil, c'est de mettre des grilles avec un plan de composition, de mettre des grilles sur un plan pour le déplacer, le recadrer et s'assurer qu'il est cadré de la même manière que le plan précédent. Et en faisant ça, en fait, quelque part, c'est agréable pour l'œil de celui qui regarde, parce que sans faire attention, son œil va rester au même endroit sur le sujet, qui sera au même endroit sur les deux plans différents. Bref, enchaîner deux plans similaires, le match cut, c'est vraiment un truc qui passe crème et qui est vraiment très agréable. Autre style de cut que j'aime beaucoup, que j'utilise très très souvent dans mes vidéos et qu'on voit très souvent au cinéma, c'est ce qu'on appelle le J-cut et le L-cut. Ce sont en fait des cuts où on va jouer sur l'audio. Par exemple, on a deux plans côte à côte et on va commencer l'audio du plan 2 alors que le plan 1 n'est pas encore fini. En faisant ça, ce qu'on voit sur la timeline ressemble un petit peu à un J, donc c'est un J-cut. À l'inverse, le L-cut, c'est de continuer l'audio du plan 1 alors que le plan 2 a déjà commencé. Encore une fois, ces J-cut et L-cut, moi je m'en sers vraiment très souvent, par exemple même sur un tuto que je fais dans mon studio, quand je vais d'un coup passer sur une séquence en extérieur, je vais commencer la musique de la séquence en extérieur alors que je finis de parler dans mon studio. Et comme ça prépare inconsciemment celui qui regarde la vidéo à changer d'atmosphère. Au cinéma, on le voit très très souvent. Bref, J-cut, L-cut, c'est vraiment super efficace. Dernier style de cut qui me sert un peu moins souvent, celui-là, c'est le jump cut. Par exemple, sur un long plan de drone, un long mouvement de drone, il va m'arriver de couper des parties entières, de faire des blancs dans la séquence en fait, et après de coller tous les bouts qui restent pour faire des grosses avancées d'un coup et qui seront bien calés sur les changements de rythme de la musique ou sur le rythme de la musique. Ça, c'est un style de cut qu'on voit aussi régulièrement dans des clips musicaux par exemple. Bref, jump cut, c'est aussi un outil à avoir dans sa boîte. Donc ces 4 styles de cut, ils suffisent à faire un film, hein. C'est pas la peine de systématiquement chercher des transitions qui sont super compliquées. Ces transitions qui sont simples sont pour moi vraiment à maîtriser et à utiliser quasiment tout le temps. Bien sûr, j'utilise aussi d'autres transitions qui sont plus complexes, mais on verra après pourquoi et comment je m'en sers. Quatrième conseil de la vidéo, c'est de soigner le rythme de la vidéo. C'est un point qui est fondamental pour moi et qui est très dur à mettre en place pour différentes raisons. Déjà, il va dépendre de où vous publierez la vidéo, hein. Une vidéo sur Instagram, sur le feed, qui va durer maximum 1 minute. Là, il faut envoyer le steak, hein. Il n'y a pas trop de temps pour des pauses. Encore que, une vidéo sur YouTube, par contre, on a plus de temps, mais il ne faut pas non plus qu'on saoule ceux qui vont la regarder. Bref, il faut vraiment qu'il y ait du rythme et ça veut dire plusieurs choses. Première chose, pour des vidéos un peu plus longues que celles que je mets sur Instagram, j'aime bien qu'il y ait des temps calmes et des temps forts. Donc par exemple, même pour un tuto comme j'ai fait la semaine dernière sur mon avis après 3 ans d'utilisation du Lumix G9, je parle quasiment tout le temps dans mon studio, mais au début ça commence sur un temps calme et après il y a un temps fort avec de superbes images, puis encore après un temps calme. Second point pour ce rythme, c'est que j'aime beaucoup varier les styles de plans, des plans qui sont des fois caméra sur trépied sans mouvement, des plans où à l'inverse il y a beaucoup de mouvement, des plans qui sont pris en drone, au sol. Bref, varier les styles de plans, varier les points de vue, trouver des points de vue qui sont originaux, c'est vraiment aussi ça qui va contribuer à vous permettre de donner du rythme à une vidéo. Et troisième point sur cette question du rythme, c'est de penser des fois à vouloir créer la surprise. Ça, j'aime bien essayer de créer la surprise. Pour ça, je me sers bien sûr de la musique, hein. Je choisis rarement des musiques qui sont toutes sur le même tempo. Il y a toujours un moment donné où elles s'emballent un petit peu. Je me sers aussi des transitions. C'est là que je m'en sers, des transitions complexes. Des fois, je me sers de transitions comme des zoom-in ou zoom-out ou des masques ou des transitions avec beaucoup de remappage temporel, hein. Je veux accélérer très fort la fin d'un plan, accélérer très fort le début du plan suivant et puis combiner
combiner les deux avec un petit flou entre les deux. Bref, c'est dans ce contexte-là, quand je veux donner une intention, une surprise à une transition, que je vais utiliser des transitions plus complexes que les simples cuts. Alors voilà, tous ces points qu'on a vus dans les points 1, 2, 3 et 4 pour l'instant, faut bien penser qu'ils ont pour seul but de vous aider à raconter une histoire. Même une simple vidéo de drone sur un lac, eh bien j'aime bien, quand j'ai tout pris, tous mes plans très variés et tout, essayer de réfléchir à comment je racontais l'histoire de ce lac, varier beaucoup les plans entre des plans où on voit la forêt qu'il y a autour avec des petits bruits, effets sonores de feuilles qui bruissent, des plans où on voit l'eau avec les sons qui vont avec, des transitions qui vont s'enchaîner sans qu'on s'en rende compte avec une musique douce au même moment, et à l'inverse, des fois des montées en puissance avec des beaux plans, des transitions qui sont beaucoup plus péchues, et c'est comme ça que la vidéo prend vie. Tous ces 4 points qu'on a vus, ils sont vraiment faits pour vous aider à raconter mieux l'histoire que vous voulez raconter. Alors bien sûr, tous ces concepts-là, ils s'appliquent aussi pour un simple tuto YouTube. Quand je fais une vidéo pour YouTube, comme celle-ci, bien sûr, l'histoire que je raconte, c'est le plan que je veux adopter pour la vidéo, c'est ce que je veux faire passer comme message. Donc au niveau histoire, c'est moins compliqué à concevoir, on va dire. Mais cela dit, pour qu'elle passe bien l'histoire, il y a aussi des plans d'illustration que je viens rajouter. Il y a aussi des fois de la musique, des fois du son. Il faut que mon texte, je le dise bien, que je recommence autant de fois que nécessaire pour que le message passe bien, avec aussi du rythme, des fois des temps calmes, des fois des temps forts. Bref, tous ces concepts-là, je tente de les appliquer à la fois pour mes vidéos YouTube de tuto, aussi pour mes vidéos que je fais sur Instagram, pour mes prestations vidéo que je fais. Bref, c'est vraiment des concepts que je vous conseille d'appliquer, quelle que soit la vidéo que vous faites. Alors ceux qui ont suivi vont me dire, ok, tu as parlé de 4 points, mais tu en avais annoncé 5, mais le 5e arrive maintenant, c'est un peu un point bonus. Il faut bien avoir en tête que selon l'endroit où vous comptez diffuser la vidéo, il y aura des choses à faire qui seront un peu différentes pendant le montage ou l'export de la vidéo. Ça c'est vraiment important. Par exemple, quand je fais une vidéo qui va me servir pour un post Instagram, il ne faut pas qu'elle commence par un fondu entrant, parce que sur Instagram, la première image de la vidéo sert en fait de vignette sur votre feed, sur votre galerie, quoi. Donc pour Instagram, je commence jamais par un fondu entrant. Bien au contraire, en général, je prends l'une des plus belles images de la vidéo et je la mets sur une seule image au tout début de la timeline, parce que la première image de la vidéo va servir de vignette en fait sur Instagram. Donc ça c'est une des choses à penser pour Instagram, mais il y en a plein d'autres, comme par exemple qu'Instagram ne gère que le 30 images par seconde. Donc ceux qui font des posts en 25 images par seconde, bizarrement ça saccade. Bref, sur YouTube, pensez bien à soigner la vignette et le titre, parce que si la vignette et le titre ne plaisent pas aux gens, ils vont pas aller cliquer dessus. Donc ça, selon le support où vous diffusez votre vidéo, Twitter, LinkedIn, bref, il y a des choses qui sont à savoir pour que non seulement plus de gens la voient, mais qu'en plus ils aient une meilleure expérience. Ce sujet-là, il mériterait une vidéo à part entière. Si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Moi j'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.